Bonjour et bienvenue dans le podcast Par voix basse à voix haute. Moi c'est Capucine. Et moi c'est Julie. Nous sommes les voix de ce podcast. Mais des voix, il n'y en aura pas que deux. Vous entendrez au fil des épisodes différentes voix venues témoigner à notre micro pour parler de leur accouchement et de leur expérience en maison de naissance. Vous retrouverez aussi des épisodes consacrés aux sages-femmes qui y travaillent. Parce qu'en effet, il n'y a pas qu'une voie pour accoucher. Il y a la voie basse, la césarienne, l'hôpital, chez soi et la maison de naissance. Ici, nous recueillons les récits de ces personnes, de ces couples, de ces familles ayant fait le choix d'accoucher en maison de naissance. Ce podcast est le premier à proposer cet espace de parole et nous espérons qu'il répondra à toutes vos interrogations à leur sujet. Alors cheminez à nos côtés vers votre plus belle rencontre. Bienvenue derrière les portes des maisons de naissance. Les contractions sont souvent comparées à des vagues. Mouvements et lâcher-prise sont alors des points fondamentaux. Rosanne monte son projet de naissance inspiré par le choix d'enfantement de sa belle-sœur et son envie de s'éloigner de l'univers hospitalier. Le jour J, dès les premières contractions, son conjoint est prêt et motivé. Une fois installés à la maison de naissance, ils retrouvent cette ambiance apaisante qu'ils avaient créée chez eux. Ensemble, ils forment un véritable duo. Ballon de yoga, point d'acupression et mouvements en rythme, tout est mis en place pour créer un espace serein et harmonieux pour cette naissance. Rosanne envoie alors un dernier message à sa bande de filles, puis décroche complètement pour se laisser porter par ses ondulations. Elle expérimente plusieurs positions et tout le matériel à disposition, cherchant ce qui la mettra à l'aise. Lorsque sa fille naît enfin, elle est saisie d'euphorie et savoure ce moment unique. Aujourd'hui, Rosanne nous raconte son histoire. Bonjour Rosanne. Bonjour. Bonjour Rosanne, bienvenue dans notre podcast. Bonjour. Merci d'avoir accepté de raconter ton histoire dans notre podcast. On est contente de t'accueillir parmi nos invités et d'entendre ce que tu as à nous partager aujourd'hui. Mais avant de commencer, on va te demander de te présenter. Alors, je m'appelle Rosanne, j'ai 30 ans et j'habite à Échirolles, à côté de Grenoble. Je suis assistante de direction et de formation. Et ma famille est composée de mon mari Benjamin et de ma petite fille Luna. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle maison de naissance tu as accouché ? J'ai accouché à la maison de naissance de Grenoble, qui s'appelle La Maison. Avant de parler de ton vécu, on aimerait te demander de nous expliquer en quelques mots ce qu'est une maison de naissance. Pour moi, avant d'accoucher dans une maison de naissance, c'était un lieu où on peut accoucher de manière naturelle et en sécurité. Principalement, c'était ça. Après, j'ai découvert que c'était un peu plus. Ouais, tu vas nous raconter tout ça. Merci pour cette définition. Du coup, aujourd'hui, on va parler de ton expérience, notamment en maison de naissance, comme on disait, mais aussi un peu tout ce temps suspendu et très particulier d'une vie qui est le temps de l'accouchement. Donc tu viens de nous dire il y avait eu un avant la connaissance des maisons de naissance et c'est normal. Donc la première question qu'on va te demander, c'est qu'est-ce qui a motivé cette envie d'accouchement physiologique avant même peut-être de t'orienter vers une maison de naissance ? Est-ce que ça t'a été impulsé par une lecture, une connaissance, quelqu'un qui t'aurait branché là-dessus, ou est-ce que vraiment c'est quelque chose qui vient de toi ? C'est par mon frère et ma belle-sœur, donc qui habitent aussi dans la région grenobloise, et ils ont accueilli leur petite fille là-bas. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert l'existence des maisons de naissance. Et puis, alors à Grenoble, on a une clinique qui permet d'accoucher, on va dire, avec des salles nature, etc. Mais c'est pas une maison de naissance. Et de base, je me suis dit, bon, ça a l'air pas mal. Moi, je suis pas trop branchée hôpital, médicaments, tout ça. Et donc, du coup, ça me donnait pas trop envie, même avant de penser à avoir un enfant, etc. Et du coup, quand j'ai découvert ça, quand ils nous ont dit, qu'ils avaient commencé leur suivi là-bas, je me suis dit, ok, le jour où j'ai un enfant, c'est là-bas que je vais l'accueillir, c'est sûr et certain. Et quand la première fois qu'ils t'en ont parlé, quelle image tu t'en es fait de manière un peu plus détaillée que ce que tu nous as décrit dans ta définition, vraiment sur leurs premières impressions, les premières fois où ils t'ont partagé leur suivi ? Eh ben, le fait d'être vraiment accueilli, pas comme une patiente dans un milieu médicalisé, plus dans un milieu presque familial en fait, où vraiment on se sent bien, on est bien accueilli. Ouais. Et à un moment donné, j'imagine, je sais pas si ton compagnon était présent lors de ces discussions, mais il y a un moment donné où tu lui as partagé ton souhait que le jour où vous auriez un projet d'enfant, vous iriez sans doute là-bas. En tout cas, ce serait ce que tu aimerais. Comment il a réagi ? Alors lui,
Au contraire, il est très scientifique et enfin, ça le rassure beaucoup, les hôpitaux, les protocoles et tout ça. Donc au départ, c'était pas du tout envisageable pour lui, trop d'insécurité, trop d'incertitude et voilà, pour lui c'était pas possible. Et puis ouais, ici il a dû écouter quand même les discours quand mon frère et ma belle-sœur nous en ont parlé, tout ça, il était là. Et puis petit à petit, en parlant, il a compris que pour moi c'était important et que en fait on est vraiment dans l'enceinte de l'hôpital, enfin de la clinique, et au moindre souci, on a une porte à ouvrir et on est dans le service maternité lambda en fait. Donc ça l'a vraiment rassuré qu'on soit vraiment dans une maison de naissance qui était dans le même service, qu'on n'ait pas une rue à traverser. Enfin, je sais qu'elles sont pas toujours accolées. Donc ça l'a beaucoup rassuré. Et puis le fait que moi, j'avais totalement confiance dans ce système. Enfin voilà, au fil des discussions, il a compris que c'était pas dangereux. Oui. Je suis curieuse de savoir, avant, du coup, d'entamer ton suivi de grossesse, est-ce que ta belle-sœur avait déjà accouché ou pas? Est-ce que du coup, ça a été aussi Oui. un facteur rassurant pour lui de voir Oui. l'issue d'un accouchement? Ouais. Ok. Lui, on a parlé d'enfants bien après. Enfin, les filles ont 4 ans d'écart, donc D'accord, ouais. c'était bien avant qu'on envisage d'avoir un enfant. Donc finalement aussi le fait qu'il voit qu'il y ait une issue et un suivi particulier même post-accouchement, ça a dû participer sans doute à son besoin de sécurité. Oui. Ok. Maintenant qu'on sait un petit peu comment vous en êtes arrivé là, toute cette petite aventure familiale finalement, est-ce que tu peux nous raconter plus particulièrement toi, ton vécu au niveau du suivi, vraiment tout ce qui a jalonné ta grossesse? Alors il y a les visites mensuelles qui sont vraiment de l'ordre de la consultation. On aimerait bien savoir comment justement sont structurées un petit peu ces consultations en termes de discussion, en termes d'actes médicaux, de contrôles divers et variés. Et puis après on abordera le point avec les séances de préparation. Du coup, moi quand on a appris que j'étais enceinte, le premier réflexe c'était d'aller chez ma gynécologue qui me suivait. Et puis ensuite, j'ai assez vite pris contact avec la maison de naissance parce que je savais que les places étaient limitées en termes, donc il y a des trinômes de sages-femmes, elles peuvent pas accueillir comme à l'hôpital où on leur dit que voilà, on a telle date d'accouchement présumée et ils nous prennent. Donc du coup, tout de suite, je les ai contactés pour pouvoir avoir les premiers rendez-vous. Et du coup, comment ça s'est passé au début? On a rencontré une première sage-femme du Trinôme. Donc elle nous a expliqué un peu, le processus avec donc la rencontre des 3 sages-femmes et puis le suivi qui va être fait à la fois par les 3 pour que justement le jour où l'accouchement se déclenche, on connaisse très bien la sage-femme qui sera de garde ce jour-là. Et ça, c'est un des points aussi qui nous a tous les deux rassurés, c'était de savoir que le jour où on allait, que l'accouchement allait se déclencher, on savait où est-ce qu'on allait aller exactement, dans quelle chambre. Il y a 3 chambres, donc ça va. Et puis du coup avec une des 3 sages-femmes, donc ouais, ça c'était rassurant. Et après, donc elle nous a expliqué qu'on avait des suivis personnalisés, où il y avait donc nous et potentiellement des cours collectifs pour les préparations à l'accouchement. D'accord. Et pendant la consultation, ça se déroulait comment du coup? Alors pendant la consultation, au début, à chaque fois, elle nous demande à tous les 2 comment on se sent, un peu dans quelle ambiance on arrive, s'il nous arrivait quelque chose, même en dehors de la grossesse, mais voilà, si on a quelque chose qui nous a stressé ou vraiment savoir dans quel état on est. Et puis après, une fois qu'on a bien discuté, à chaque fois, avant que ce soit juste pour prendre l'attention ou le moindre acte médical, on va dire, toujours, c'était vraiment agréable de toujours demander ok, on va faire ça. Donc je m'assois ou je reste assise ou je m'allonge ou quoi, et de me dire c'est bon pour toi, est-ce que je peux commencer. C'était vraiment prévenant et
Oui, c'est appréciable Ouais. quand on se fait ausculter, même si c'est juste la mesure utérine ou ce genre de Oui, choses. c'est ça. Ouais. Juste toucher, enfin voilà, pour toucher le ventre ou quoi. Est-ce que je peux poser mes mains sur ton ventre? Est-ce que et au moins, enfin, il y a pas de petite surprise ou quoi. C'est Ouais, je comprends. Donc, tu as eu toutes ces séances de consultation. Ça, c'est un rythme mensuel en général. J'imagine que ça a été ton cas, vu que tu n'as pas fait de précision là-dessus. Et après, donc, à un moment donné, en général, c'est autour du 7e mois, commencent les séances de préparation à proprement parler. Tu as évoqué le fait que, pour vous, le trinôme de sage-femme, vous avez dit que potentiellement, il y aurait des séances de groupe. Est-ce que ça a été que des séances collectives? Ou est-ce qu'il y a eu aussi de l'individuel en fonction des thématiques abordées? Et juste après, savoir s'il y a vraiment quelques thématiques qui t'ont particulièrement marqué ou qui t'ont particulièrement intéressé dans ce qu'elles ont proposé. Et ben, au final, donc elle nous avait proposé plusieurs créneaux pour les rendez-vous et en fonction de nous, de nos disponibilités et des leurs, il se trouvait qu'à chaque fois, on a eu la chance d'avoir des rendez-vous personnalisés où on était en individuel. Je pense que ça aussi, ça a bien rassuré mon mari parce qu'il avait peut-être un peu des a priori de se dire, bon, si je pose telle ou telle question et qu'il y a d'autres parents autour, est-ce que j'ose ou pas? Et là, du coup, comme on était vraiment tout seul avec à chaque fois l'une des 3 sages-femmes, il se sentait à l'aise de vraiment poser toutes sortes de questions qui peuvent nous passer. Bon, j'ai pas d'idée en tête exacte de questions qu'il aurait pu poser qui l'auraient mis vraiment mal à l'aise. C'est vrai que moi, ça m'aurait pas dérangé d'être avec d'autres couples, mais ouais, lui, ça a participé à le rassurer sur le suivi. Bah, tant mieux. Ouais. Et au niveau des thématiques, du coup? Et au niveau des thématiques, alors ça remonte un petit peu, mais je me rappelle de 2 séances particulièrement. Une où il y avait c'était par rapport au passage donc du bébé dans le bassin. Et je trouvais que c'était vraiment entre les images et puis donc elle avait un squelette, ouais, un squelette de bassin et avec un petit poupon. Et c'est vrai que du coup, on comprenait vraiment bien tout le schéma parce que donc du coup, moi, je suis pas du tout du milieu médical ou quoi, et c'est vrai que c'était bien appréciable. Et puis après, j'avais eu une autre séance où, alors je crois que c'est un nom, mais en gros, avec un grand lange, j'étais allongée sur le dos et puis elle me faisait un peu des balancements du bassin en supportant mon poids, et je trouvais que ça c'était des moments agréables. Est-ce que c'est le truc du rebozo ou pas? Alors non, Ok, ça elle me l'a fait mais après d'accord, l'accouchement ok. pour le resserrement du bassin. En fait, j'étais allongée sur le dos et puis avec le tissu sous les fesses, et du coup, c'était vraiment pour me détendre le bassin. D'accord. Donc il y avait pas que des cours pour apprendre des choses, il y avait aussi des moments pour prendre un peu soin de moi. Ouais, c'est chouette. Parce que du coup, ça participe aussi à ton bien-être et à la progression positive de la grossesse, en fait. Justement, en parlant des choses positives, à contrario, ça arrive qu'on puisse avoir des peurs ou des angoisses qui naissent par rapport à la grossesse ou par rapport à l'accouchement. Est-ce que tu as eu justement des peurs ou des angoisses qui te sont arrivées pendant ta grossesse, soit par rapport à des choses que tu ressentais, soit en prévention du jour J? Pas directement en lien avec la grossesse. On a juste eu un point par rapport au test de trisomie où en gros on a dû refaire, j'ai dû refaire une prise de sang. Et alors je sais pas si ça nous avait été, mais ça n'a rien à voir avec la maison de naissance. Mais je sais pas si c'est moi qui avais pas bien compris ou si c'était les professionnels qui m'avaient pas bien expliqué, mais j'attendais du coup le retour de cette fameuse deuxième prise de sang pour la trisomie qui, du coup est un peu stressant parce qu'on se dit mince, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Et puis j'attendais la réponse, et puis en fait, au final j'ai fini par rappeler, ils m'ont dit ah bah en général si on vous rappelle pas c'est que y a pas de problème. Oui, ça serait bien de nous le dire quand même parce que. Oui, parce que parfois on se dit que si justement ça met du temps, c'est peut-être que juste il y a un problème sous-jacent. Ouais. Et puis elle me dit mais je vais quand même demander au médecin de vous rappeler. Donc c'était la secrétaire qui m'avait dit ça. Et puis le médecin me rappelait toujours pas. Donc je rappelle une deuxième fois, quelques jours plus tard. Et puis elle me dit bon, normalement c'est pas à moi de vous le dire, mais là vu que tout va bien, je vais vous le dire. Vous inquiétez pas, votre prise de sang elle est bonne et tout ça. Mais c'est vrai que du coup ça avait été un peu stressant pendant, je pense bien 3 semaines entre le délai de la prise de sang, le délai qui nous annonce bon si pendant 10 jours on vous dit rien, c'est que tout va bien, et puis le temps d'avoir la vraie réponse. Il y avait un petit coup de stress là-dessus. Est-ce que tu as eu, parce que donc ça c'est comme tu dis lié finalement aux aléas administratifs du laboratoire, mais
est-ce que tu as eu l'occasion, vu que ça s'est quand même étalé sur plusieurs semaines, est-ce que tu as eu l'occasion d'en parler avec tes sages-femmes? Et si oui, comment elles t'ont accompagnée par rapport à cette peur? Non, je pense pas avoir eu de suivi à ce moment-là. Ou après, on pouvait aussi les contacter. On avait des mails et des téléphones si jamais il y a des urgences. Donc, je n'ai pas ressenti le besoin D'accord. de les contacter. Enfin, en fait, je pense que c'était pour moi deux choses différentes. Mais c'est vrai qu'elles auraient pu me Oui, rassurer mais quand même. dans le cas où tu aurais eu une consultation ou une prépa et que tu te retrouves peut-être à ressentir à saisir l'opportunité, en tout cas, d'en discuter avec elles. Ouais. Mais en effet, si tu les as pas vues, sans doute que ça avait pas lieu d'être. En tout cas, si ça t'était pas nécessaire, il y avait pas d'obligation. Donc tu nous as dit que tu avais pas particulièrement de peur, à part cet aléa du laboratoire par rapport au sujet du test de la trisomie, et par rapport en fait à tout ce que ça pouvait inclure, le fait d'être en maison de naissance et justement de ne pas avoir accès à la péridurale ou à certaines autres choses. Est-ce que c'était un sujet d'inquiétude pour toi ou au contraire quelque chose de rassurant? En fait, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que j'aime pas du tout ce qui est médicaments, les piqûres, l'hôpital, tout ça. Et donc, en fait, pour moi, c'était vraiment important de pas avoir de péridurale. Et donc, d'avoir un suivi avec la maison de naissance, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Et en fait, quand soit avant ou d'accoucher ou après avoir accouché, mais surtout après, des copines ou quoi qui me disaient mais comment t'as fait pour accoucher sans péridurale? Je dis bah en fait juste j'ai rien fait justement. Enfin je l'ai fait, enfin je sais pas comment, mais c'était vraiment un non-sujet pendant tout le travail où on a pu me dire bah ça se trouve tu vas la demander et puis là-bas bah t'as pas le droit, donc comment tu vas faire, etc. Et en fait, pendant toute la durée de l'accouchement, à aucun moment j'ai dit bon bah en fait finalement je regrette, je voudrais avoir la péridurale Mmh. ou est-ce que on pourrait quand même me la faire. Ça m'est jamais venu à l'esprit. Peut-être parce qu'aussi j'étais Mmh. bien dans ma bulle du coup. Mais du coup, c'est vrai que, enfin, ça m'est pas du tout venu à l'esprit pendant Oui. tout le Ouais, travail, quoi. finalement, tu avais trouvé le bon endroit pour ton projet et ça a pu te porter aussi tout au long Mm. du travail, quoi. Du coup, au-delà de l'accompagnement que tu as eu en maison de naissance, est-ce que tu as été amené à rencontrer d'autres professionnels de la périnatalité au cours de ta grossesse? On sait que certaines maisons de naissance proposent des ateliers avec parfois des intervenants extérieurs justement qui viennent en tant que professionnels proposer des séances particulières. Ou alors toi, à titre personnel, est-ce que tu as contacté une doula, une sage-femme autonome ou peut-être que tu t'es inscrite à des cours divers et variés de chant, de yoga ou autre? Il y avait des choses proposées par la maison de naissance, des cours oui, de yoga, et en fait, ça me tentait pas trop de faire ce genre de choses. C'est vrai que je me suis plus préparée en regardant sur Internet. J'ai eu un suivi enfin, on m'a offert des vidéos avec une Québécoise, Quantique Quantique Mama. Mama, peut-être? Quantique Ouais. Mama, ouais. Et donc ça, on a regardé les vidéos à la maison. Et je trouvais que c'était bien. Et puis après, je me suis renseignée un peu par moi-même, ouais, sur Internet, les réseaux. Mais c'est vrai que sinon, j'ai pas fait de cours plus que ça. D'accord. Oui, bah, de toute façon, c'est pas une obligation, surtout que l'accompagnement en maison de naissance, on l'a déjà entendu avec plusieurs de nos invités, est souvent assez complet, donc Oui. tout le monde n'en ressent pas le besoin. En tout cas, après tout ça, une fois que tu as eu tout ton suivi, toutes tes consultations, toutes tes séances de prépa, est-ce que tu te sentais prête et est-ce que tu considérais pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour le jour J? Ouais, ouais, c'est vrai que, ouais, avec l'accompagnement et puis ce que j'avais fait aussi de mon côté avec les vidéos de Quantique Mama, je me sentais prête. Et puis en ayant aussi un peu les discours avec ma belle-sœur qui du coup avait accouché au même endroit, ou d'autres copines qui ont accouché avant moi, c'est vrai que j'avais pas de stress ou, enfin ouais, je me sentais bien et prête. Bon, bah, c'est cool. Et du coup, après tous les récits de ces gens, c'était ton tour d'accoucher. Est-ce que tu peux nous raconter à ton tour ce récit? Du coup, j'ai eu la première contraction, c'était à peu près, enfin, je crois que c'était même pile 15 jours avant la date présumée d'accouchement. Et en fait, peut-être, je sais pas trop si c'est étonnant ou pas, mais j'ai eu aucune contraction
ou en tout cas ressenti pendant toute la grossesse. Et du coup, la première contraction, mon mari était chez des amis. Moi, j'étais restée tranquille à la maison. Et puis, je lui envoie un message, je dis, je crois que j'ai eu une contraction. Il dit, je rentre. Je dis, non, mais je suis pas sûre que ce soit une vraie contraction. Enfin, pour l'instant, ça va. Moi, j'étais en train de regarder mon petit film dans mon canapé. Il y avait aucun... Il était déjà au taquet. Et puis peut-être une heure après, je dis en fait là j'en ai une deuxième. Je crois que finalement c'était bien ça que j'avais ressenti il y a une heure. Et puis du coup il a fini par rentrer. Donc ça s'est déclenché un peu doucement comme ça dans la soirée. Je me suis dit je vais aller me coucher, je vais essayer de dormir. Donc la première contraction c'était à 20h. Et puis j'ai essayé de dormir mais c'est pas du tout réussi. En fait, soit je pensais à trop de choses, puis dès qu'il y avait une autre contraction qui arrivait, je repartais. Finalement, c'est devenu assez vite inconfortable d'être allongée. Donc, je suis repartie dans le salon. Je me suis dit, au moins, si lui, il arrive à se reposer, ce sera déjà ça. Et au final, il m'a dit plus tard qu'il n'arrivait pas non plus à dormir, sachant que j'étais dans le salon et que ça avait commencé à travailler. Et je suis allée le chercher vers minuit pour qu'il vienne, m'aider à gérer les contractions. J'avais le ballon, les gros ballons de yoga. Ça m'a bien aidé. Je suis restée beaucoup dessus. Je m'appuyais sur le dos du canapé avec mes bras. Et puis, j'étais assise sur le ballon. Et puis, lui assis derrière moi. Et puis, il me faisait des points de compression. Ça, on avait vu ça pendant les préparations, justement, à l'accouchement. Ouais. Donc elle nous avait parlé aussi des sons de gorge à bien laisser ne pas retenir tout ce qui doit tout ce qui va sortir. Et puis moi c'était les points de compression qui ont bien fonctionné pendant les contractions. Alors au départ c'est moi qui donnais le tempo, quand est-ce qu'il fallait qu'il commence, en lien avec la contraction. Puis assez vite avec ma respiration, je sais pas, après, on a fait un bon binôme et du coup, il arrivait à appuyer. Donc, moi, ce qui marchait bien, c'était dans le bas du dos et puis aussi sur les mains. Et au début, je lui disais, mais de faire plus fort, il n'osait pas justement faire... il avait vraiment peur de me faire mal. Et je disais, non, mais vraiment, ça m'aide. Enfin, je ressens pas la douleur dans les mains, là, donc vas-y, n'aie pas peur. Donc on avait fonctionné comme ça. Après j'ai voulu changer plusieurs fois de position. J'ai vraiment réussi à me déconnecter. J'ai envoyé un message. J'avais un petit groupe WhatsApp avec ma mère, ma belle-mère et puis 2-3 copines assez proches. Et puis je leur avais envoyé un message en disant les filles, je crois que ça commence. Je vous tiens au courant dans la nuit. Puis en fait j'ai mis mon téléphone en mode avion et j'ai complètement décroché de la réalité. Je m'en suis rendu compte après, en fait, que du coup, j'avais complètement décroché, mais tant mieux. Oui. Quand on parlait justement de l'accouchement ou quoi, j'avais aucune notion du temps. Puis, en fait, du coup, c'était Benjamin qui me disait, non, mais en fait, ça s'est passé beaucoup plus loin dans l'accouchement ou des choses comme ça. Donc, il a réussi à m'aider à me remettre dans le temps, les événements. Ouais. Donc, du coup, j'avais envie de changer beaucoup de positions. J'avais beaucoup envie de m'allonger. Et puis, dès que je m'allongeais, j'étais pas bien. Donc, je me relevais. Donc, des fois, il essayait de me dire, non, mais tu sais, t'es pas très bien allongée. Puis, j'ai dit, non, mais je vais quand même m'allonger. Il n'était pas contrarié. Il me dit, OK, allonge-toi. Puis, 2 secondes après, aide-moi à me relever. OK. Ouais, en même temps, avec le cocktail hormonal et ce qu'on est en train de traverser, c'est... Et puis la fatigue, parce que du coup, si tu commençais le travail à minuit, vous passiez la nuit, quoi. Donc c'est lui qui s'est vraiment... moi, j'ai pas du tout cherché à calculer le temps entre les contractions ou quoi. C'est vraiment lui qui a géré ça. Ce qui était convenu avec les sages-femmes, c'est surtout, si ça arrivait dans la nuit, c'était de leur envoyer un message quand ça commençait pour qu'elles sachent que ça se préparait. Il a envoyé un premier SMS peut-être après entre minuit et on va dire 7h du matin, parce que je sais que à 7h du matin justement c'est là qu'il les a appelés pour leur dire il avait l'impression que ça prenait du temps, mais au niveau du rythme des contractions, elles étaient pas elles nous ont indiqué que pour l'instant on n'était pas encore il y avait pas encore besoin de venir à la maison de naissance, que justement ça allait sûrement casser le rythme qui était en train de se mettre en place. Et puis moi j'étais vraiment pas du tout dans l'optique d'aller dans la maison. Je lui demandais pas quand est-ce qu'on va à la maison ou quoi, donc du coup c'était assez zen. Ça continuait son chemin. Il m'a proposé plusieurs fois de boire ou de manger, mais c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à
Enfin, je buvais du coup juste quelques petites gorgées ou j'avais préparé des bars ou de céréales ou des choses comme ça à manger justement pour le travail. Et en final, je ressentais pas la faim. Même plus tard dans la journée, j'ai jamais ressenti la faim. Et quand je mangeais, j'avais beaucoup de mal à mastiquer et à avaler. Enfin, je sais pas, c'était vraiment bizarre. Donc, pour l'eau, il me disait, bon, c'est quand même bien de boire un peu. Pour manger, au début, il me disait trop rien. Puis après, au final de la journée, j'essaye quand même de manger un peu. Et au final, on est parti à la maison de naissance à 11h. Il les a rappelés entre-temps. Pour la petite anecdote, on a croisé quelqu'un qu'on connaît vraiment en bas de la maison de naissance. Et en fait, je me rappelle vraiment de l'avoir rembarré en mode oui, oui, salut, allez, ciao. On a autre chose à faire que de papoter et de se dire ah oui, elle est en train d'arriver. Ça devait se voir à ta tête quand même. Ouais. J'avais juste envie de me retrouver tranquille, Oui, c'est ça. au calme, dans une chambre bien cocooning. Et pas du tout d'être dehors en pleine journée. Ouais, et puis si t'y arrives à 11h, c'est que ça faisait un moment aussi que ça travaillait, quoi. Ouais. Et voilà, donc après on est arrivé à la maison de naissance. Là, tout de suite, on s'est remis dans une ambiance un peu, enfin, donc en fermant les volets, lumière tamisée. J'avais pas pris mon ballon parce que je savais qu'il y avait tout ce qu'il fallait là-bas. Donc très vite, je pense que je me suis remise en peignoir. Et puis après, donc toutes les chambres étaient disponibles, donc j'ai pu avoir la chambre avec la baignoire. Et c'était une chose que j'avais envie de tester. J'avais pas forcément envie de faire tout le travail ou d'accoucher dans la baignoire. C'était pas vraiment. En fait, j'avais pas vraiment d'objectif. Je voulais juste que tout se passe bien. Oui. Et du coup, la sage-femme a fait couler le bain. Et en fait, il se trouve que j'étais pas très bien dedans. J'arrivais pas à trouver une position. En fait, j'avais l'impression de toujours glisser et que j'arrivais pas à me détendre. Il fallait que, du coup, que je reste un peu tonique pour me maintenir. Et du coup, Benjamin me tenait un peu sous les bras, mais bon, lui, il était pas non plus dans une position du coup super confortable pour rester comme ça pendant des heures. Ouais. J'ai changé plusieurs fois de position dans la baignoire. Et puis là, le travail, il s'est un peu calmé. Et en fait, j'ai commencé à avoir une crise de tétanie qui est venue au niveau des mains. J'avais vraiment les mains en mode Playmobil, les doigts bloqués, les pieds, enfin les jambes, ouais, qui commençaient à se raidir et les pieds tendus. Et puis après, quand ça a commencé à monter au niveau de la bouche et tout ça, ça a commencé à me faire stresser. Et je me rappelle avoir dit à Benjamin que finalement, je voulais qu'on rentre à la maison, qu'on arrête tout ça, et que bon, on reviendrait plus tard. C'était pas très grave finalement. Et qu'est-ce que ta sage-femme, elle a fait à ce moment-là? Tu l'as mentionné, cette crise de tétanie, t'en as parlé? Ouais. En plus, du coup, ça se voyait. J'imagine. Donc, ils ont essayé de me masser les mains. Et en fait, pareil, ça, je m'en suis pas rendu compte. C'est Benjamin qui me l'a raconté après, en me disant, mais en fait, on te massait super fort les mains pour vraiment essayer de te détendre. Et comme quand il me faisait les points de compression, il avait vraiment l'impression qu'il allait me faire super mal. Et en fait, au final, ça a réussi à me détendre. La sage-femme, elle m'a dit elle a proposé que je sorte de l'eau, mais du coup, il fallait attendre que la crise passe parce que, bien sûr. Tu pouvais pas marcher, quoi. Oui, je pouvais pas bouger. Et puis, à eux deux, c'était trop compliqué qu'ils me portent pour me faire sortir de la baignoire. Puis, il y avait pas d'urgence à ce moment-là. Elle a fait un monitoring portable. Enfin, elle l'avait fait plusieurs fois aussi pendant le travail. Juste de caler, du coup, avec une espèce de ceinture sur mon ventre. Mais je pouvais changer de position ou rester dans la position dans laquelle j'étais. Et elle faisait ses petits tests. Puis après, elle repartait. C'est vrai que on était assez... Enfin voilà, elle est vraiment pas intrusive et elle observe de loin ou même plus dans la chambre quand il y avait pas besoin. Et puis Benjamin savait qu'il avait juste à ouvrir la porte et l'appeler. Et elle était juste à côté. On n'était pas tout seul laissés à nous-mêmes. Et donc du coup, finalement, j'ai fini par sortir de la baignoire. Et là, en fait, elle m'a donné à boire du jus de pomme et du magnésium pour justement parce que comme j'avais pas beaucoup bu et mangé pendant tout le travail, en fait, pour me redonner un peu d'énergie. Bon, au final, ça m'a surtout donné envie de vomir.
Et du coup, effectivement, j'ai vomi. Et c'est là que la poche des os s'est rompue. Tout est sorti en même temps. L'explosion. C'est ça. Ouais. Heureusement que, en fait, à ce moment-là, on était sur une espèce de tatami par terre. Et du coup, il y a des serviettes en papier. Enfin, tout était bien pour réceptionner et faire le ménage assez rapidement. Après le bain, et donc du coup la poche des os qui se perce et tout ça, j'ai essayé plusieurs positions. J'ai encore voulu me recoucher parce que du coup il y a un lit de place dans la chambre, mais enfin, c'était toujours pareil. Une fois que j'étais allongée, dès que la prochaine contraction arrivait, du coup j'étais pas bien, donc j'aurais changé de position. C'était surtout le ballon qui fonctionnait et j'avais essayé aussi de me suspendre un peu au... Pas si ça a un nom, mais il y a des draps qui sont accrochés justement au-dessus du tapis pour voilà, se suspendre et tout ça. Ça, j'avais essayé, mais c'est vrai que c'était pas le truc qui m'aidait le plus. Et il y avait une espèce de chaise percée aussi, mais pareil, j'ai un peu tout testé, mais c'était pas ça qui me convenait. Et du coup, tout s'est accéléré après la poche des os qui s'est percée. Et au final, j'ai fini par accoucher à 4 pattes. Donc j'étais appuyée avec mes bras sur le ballon, avec Benjamin qui me donnait les mains. Lui, il avait pas forcément envie de réceptionner le bébé à l'arrivée. Il préférait être de l'autre côté. Donc ça, on l'avait mentionné à la sage-femme. Donc du coup, c'était elle qui était derrière moi. Et au final, en quelques poussées, elle est arrivée. J'ai bien senti le cercle de feu. Le fameux. Le fameux, ouais. Et aussi, j'ai beaucoup crié. Je m'en suis pas rendu compte pendant tout le travail, les dernières contractions. Mais apparemment, j'ai été très bruyante. Et pareil, là, c'est la sage-femme qui nous l'a raconté aux visites après, bien après, pas le lendemain de l'accouchement ni rien, mais après, en nous disant, c'est vrai qu'il y a plusieurs couples qui étaient là, parce que du coup, au final, j'ai accouché à 19h55, donc 24 heures après. Ah oui. Et donc du coup, il y avait encore des rendez-vous dans la fin de la journée, et les sages-femmes rassuraient les couples de l'autre côté en leur disant que les décibels n'étaient pas à la hauteur de la souffrance. Enfin, c'était pas forcément en lien et que tout se passait bien de l'autre côté, promis. Oui, ça doit être impressionnant. On a eu d'ailleurs des invités qui disaient que ça leur faisait bizarre. Ouais, qu'elles avaient été impressionnées. Ouais. Mais pareil, j'étais vraiment déconnectée. En fait, tout du long, j'ai jamais demandé quelle heure il était ou combien de temps ça faisait qu'on était là. Et j'ai eu au final un seul toucher vaginal. Justement, c'était pendant la crise de tétanie où du coup la sage-femme a regardé pour savoir où est-ce qu'on en était. Et en fait, la tête de Luna était vraiment très proche. Oui. Donc c'était vraiment... j'étais vraiment dilatée. Et il y a une autre anecdote un peu rigolote, c'est que du coup, quand Luna est sortie, la sage-femme l'a posée. Donc moi, j'étais à 4 pattes, et donc la sage-femme l'a posée entre mes jambes dessous moi. Et en fait, là, j'ai eu un moment d'euphorie complet où j'arrêtais pas de dire à Benjamin elle est là, elle est arrivée, t'as vu, elle est là. Mais vraiment, c'était... Et lui, il pleurait. Et puis la sage-femme a dit, on peut peut-être lui essuyer un peu le visage, parce que la pauvre, elle avait plein de sang sur le visage. Et en fait, ça m'était pas du tout venu à l'esprit. J'étais juste oui. euphorique de dire qu'elle était enfin là et qu'on pouvait la voir. Et... Ce moment incroyable de la rencontre. C'est l'avant-après qui fait un peu... Ouais. Et tout qui relâche d'un coup aussi. Ouais. C'est pas étonnant. Je me demandais tout à l'heure, je suis pas revenue dessus, mais je me demandais si tu pouvais nous préciser les points d'acupression. Tu parlais sur les mains notamment, parce que le dos, ça va être peut-être plus difficile à préciser, mais sur les mains, est-ce que tu arriverais à nous expliquer Sur les mains, c'est entre le pouce et l'index, au niveau de la petite peau un peu plus molle entre l'os du pouce et l'os de l'index. Alors après j'avais des fiches, pareil, la maison de naissance nous avait donné des documents, et en bas du dos c'est vraiment en fait certaines personnes des fois elles ont 2 petits points en bas du dos marqués, et je pense que c'est à peu près à ce niveau-là. Il y en avait un autre aussi au niveau
vers la cheville. Pareil, on l'a essayé celui-là, mais il arrivait pas à me décrocher des contractions, alors que les mains, vraiment, les mains et le dos, c'était ceux qui fonctionnaient le mieux, ouais. Et je crois, en effet, maintenant que tu me le dis, qu'on en a parlé dans un autre épisode. Ouais, au niveau de la palme, ouais. Et sinon, à part faire des tentatives de massage, réussies ou non, suivant les endroits, est-ce que tu peux nous préciser un peu plus? Bon, à la fin, on a compris qu'il préférait être à la tête et te tenir les mains et te coacher. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus, du coup, l'aventure du côté de ton compagnon et ce que lui a fait pour toi tout le long? En fait, il voulait être là dès le début et c'est moi qui lui ai dit d'aller se reposer parce que, clairement, au début, les contractions étaient vraiment espacées et puis il y avait pas grand-chose à faire. La douleur était vraiment très succincte et puis d'un coup, il y avait plus rien, quoi. C'est ça aussi des fois qui peut paraître un peu, qui peut désemparer. C'est pour ça qu'au début, je me demandais si c'était vraiment ça, parce que la douleur était vive mais très rapide. Et je me suis dit, en fait, j'ai peut-être rêvé presque. Donc au début, il était pas vraiment là. Et puis après, il m'aidait quand justement je voulais m'allonger, j'avais besoin d'aide pour m'allonger, pour me relever surtout. Du coup, vu que j'étais pas bien, là il fallait être rapide. Donc, non, en fait, je suis vraiment pas bien, aide-moi. Et puis du coup, il m'a proposé de boire et de manger plusieurs fois. Et puis après, ouais, c'est ça, il était du coup assis sur une chaise, moi sur le ballon, lui derrière moi pour me masser. Il a fait le lien du coup aussi, vu que j'avais lancé mon petit message d'alerte à mes copines et puis à nos deux mamans. Il a ensuite envoyé un message pour leur dire, bon, ok, ça a commencé, on vous tient au courant, mais tout se passe bien, parce que du coup, de l'autre côté, ça s'affolait un peu de plus avoir de nouvelles. Donc c'est lui vraiment qui a fait le lien avec l'extérieur, de se dire ok, là je vais envoyer le SMS à la sage-femme, là je vais l'appeler pour savoir un peu est-ce qu'on reste ou pas. Au niveau des timings, parce que ça vraiment j'ai pas du tout géré ça. De rembarquer toutes les affaires pour partir à la maison de naissance. Et ouais, pareil, après, en arrivant sur place, de faire le lien avec la sage-femme, de tout remettre un peu l'ambiance qu'on avait gardée à la maison, de la remettre dans notre chambre. En fait, les volets étaient déjà fermés parce qu'elle savait qu'on arrivait, et puis qu'en général, je crois que c'est quand même pour tout le monde la même chose d'être dans le noir avec une petite lumière tamisée. Ça favorise l'ocytocine, ouais. Ouais. Et puis, on avait aussi prévu une enceinte avec de la musique, mais j'avais fait une playlist, mais il n'y avait pas de musique en particulier donc voilà, il avait lancé ça, et puis comme ça, on était un peu dans notre ambiance, comme à la maison chez nous, du coup. Et vraiment de l'accompagnement et puis de la gestion. Ouais. Oui, que t'es pas à te préoccuper de quoi que ce soit, quoi. Ouais. Et pour ce qui est de ta sage-femme, c'est pareil, tu me disais que parfois vous avez un peu laissé, parfois elle était là, qu'elle avait fait notamment ce monitoring, mais est-ce qu'elle a fait d'autres choses pour toi dont tu te souviens Alors, Benjamin m'a dit qu'elle était quand même souvent pas là, alors c'est que ça devait bien se passer. Et que moi, je la sollicitais pas trop, je parlais pas trop, en fait, même pas du tout. J'en ressentais pas le besoin. Après, elle m'avait remontré un peu comment me suspendre, justement, quand j'ai voulu essayer de me suspendre au drap, au tissu. Du coup, elle m'avait un peu remontré comment faire. Et puis, elle a fait, je crois qu'il y a eu que 2 monitorings. Le toucher pour savoir où on en était après la crise de tétanie, et puis sinon c'est vrai qu'elle était vraiment très très discrète. Ouais. Et du coup, maintenant que t'avais, j'imagine, attrapé Luna, elle est pas restée sur le tapis indéfiniment, que t'avais pu la rencontrer. Après ça, en général, il y a la délivrance du placenta. Ouais. Et comment ça s'est déroulé pour toi? Et est-ce que, par exemple, on t'a proposé un produit, ça arrive parfois pour aider à cette délivrance? Oui, non, et comment tu l'as vécu? Du coup, pour la délivrance, donc effectivement, j'ai fini par prendre ma fille dans les bras quand même, lui essuyer le sang qu'elle avait sur le visage. Et puis elle se laissait pas oublier, hein. Elle était bien bien en forme, bien bruyante. Et en fait, j'avais mon cordon était très court. On s'en est rendu compte quand la sage-femme a dit à Benjamin que c'était mieux qu'il prenne Luna dans les bras, puis qu'il reste. Moi, j'allais m'accroupir, lui avec Luna dans les bras, parce qu'on voulait garder le cordon. On voulait pas couper le cordon, pardon, tout de suite. On voulait le laisser le plus longtemps possible, le placenta
bras avec accrochés et tout ça. Donc du coup, il fallait qu'il tienne Luna proche de moi. Et en fait, au début, c'était un peu chaotique parce que bon bah déjà lui, c'était la première fois qu'il prenait sa fille dans les bras, qu'il prenait un bébé si petit dans les bras. Et puis la position était pas du tout la plus Avec, la plus. avec un fil raccroché. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, le cordon était vraiment court, donc on était accroupis l'un en face de l'autre. Et heureusement, le placenta, la sage-femme m'a dit bah tu peux essayer de tirer un petit peu le cordon tout doucement pour voir si ça vient. Et en fait, heureusement, il est venu tout de suite et en entier. Et du coup, on a pu retrouver une position un peu plus agréable assez vite que tous les deux accroupis face à Oui, du coup, ça a face. été assez instantané finalement. Ouais, ça a Il été est sorti tout de suite, quoi. la contraction suivante. Il est tout de suite Ah oui. sorti. Et puis après, on s'est mis. Alors j'imagine qu'elle a dû le mettre dans une sorte de bassine. Et puis après, on s'est allongé dans le lit. Du coup, enfin voilà, il y a le lit de place à côté. Et du coup, on s'est tout de suite allongé. Luna était sur moi. Et puis Benjamin était à côté de nous. Et puis on avait du coup gardé comme ça le cordon jusqu'à ce qu'il cesse de battre. Et pareil, Benjamin n'était pas trop chaud pour couper le cordon. Du coup, la sage-femme m'a dit bah y a pas de souci, moi je vous propose, mais après je peux le faire, c'est tout à fait normal. Et en fait, j'ai eu envie de le faire, alors que c'est pas quelque chose que j'avais imaginé avant. En fait, on s'était dit bah si Benjamin voulait pas le faire, la sage-femme le ferait. Et puis en fait, c'est moi qui l'ai fait. Ah, c'est intéressant, c'est pas toujours le cas. Et Ouais. du coup, je me demande si tu peux décrire la sensation, parce que j'imagine qu'il y a pas beaucoup de mamans qui le font. C'est quand même assez bizarre parce que c'est mou et dur en même temps. Et puis, bah forcément, enfin en fait, un peu comme toutes les premières choses qu'on fait en lien avec notre bébé, surtout quand il s'agit des soins et tout ça, on a peur de lui faire mal ou quoi. Donc Ouais. la sage-femme m'avait bien rassuré qu'il y avait aucun souci avec ça, que il y avait pas du tout de lien au niveau terminaison nerveuse Oui. ou je ne sais Et quoi. c'est comme un cheveu, quoi. Oui, voilà, c'est ça, qu'on pouvait couper et qu'il y avait aucun souci. Donc du coup, ouais, c'est vrai que ça m'a pas, enfin voilà, j'ai trouvé ça plutôt chouette que ce soit moi qui le fasse au final, ça m'a plu. Ouais. Bah, c'est cool. Est-ce que tu pourrais nous parler maintenant des soins juste après l'accouchement, notamment les soins qu'il y a pu avoir pour ton bébé, et peut-être aussi des soins pour toi s'il y en a eu? Les soins, il y en a pas eu tout de suite après l'accouchement. On nous a quand même laissé un petit moment toutes les trois allongés, tranquilles, pour faire connaissance. Et ensuite, je pense pas qu'il y a eu de soins vraiment tout de suite. Je me rappelle qu'on a du coup essuyé Luna. Après, on l'a vraiment emballée dans la petite couverture qu'on avait prévue, le petit bonnet et tout ça. Du coup, pour elle, j'ai pas vraiment de souvenirs. Et moi, je suis allée me doucher. Au final, j'ai eu une auscultation pour voir, bah voilà, un petit peu comment c'était. Mais j'avais eu juste un petit déchirement qui nécessitait pas de points. Donc, du coup, au final, j'ai rien eu. Et après, au niveau des soins de Luna, en fait, j'ai vraiment, enfin même quand ça a été pour l'habiller ou quoi, c'est vraiment Benjamin qui était avec la sage-femme et je pense que c'est une partie que j'ai un peu peut-être occultée ou je sais pas, Oui. mais il y a rien qui m'a vraiment marqué Oui. en particulier. Bah, c'est que d'une certaine manière, on a dû respecter suffisamment ton bébé et le moment pour que ce soit pas si marquant. Ouais. Elle a pas eu de souci enfin voilà, elle s'est pas encombrée ou quoi, Oui. et du coup c'est vrai que il y a pas eu de besoin d'intervention spécifique. Oui, ben, en général, c'est assez rare quand même en maison de naissance, mais oui, des fois, il y a d'autres types de soins. Ça dépend de maison de naissance et du moment, quoi. En tout cas, avant d'accoucher, est-ce que tu avais entendu notamment des informations sur la durée d'un premier accouchement? Et si c'est ça, est-ce que tu avais imaginé notamment la durée du tien? J'avais entendu par rapport à différents podcasts que j'écoutais, que effectivement, les premiers accouchements pouvaient durer plus longtemps. Mais en fait, heureusement que j'avais aucune notion du temps, parce que je pense que si pendant l'accouchement, on m'avait dit, bah en fait, je sais pas, il est 16h et t'as toujours pas accouché alors que ça a commencé à faire un petit moment. Je pense que j'aurais pu peut-être un peu m'inquiéter.
Mais c'est vrai que le fait d'avoir été vraiment dans ma bulle et d'avoir aucune notion du temps, d'avoir mis mon téléphone en mode avion dans un coin et que ce soit Benjamin qui ait tout géré, je pense que ça m'a un peu épargné d'éventuels stress ou oui par rapport à ça. Oui, du coup, finalement, t'as eu le sentiment que presque, j'allais dire c'est aller vite, c'est pas du tout le terme, mais sentiment, en tout cas, du fait de pas avoir eu la perception du temps, que le temps était correct pour toi, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Que ça se passait comme ça. Comme ça devait, Ça s'est quoi. passé comme ça devait se Ouais. passer. Que ça prenait son chemin. Oui, t'as pas eu ce sentiment de longueur ou de... Non, ouais. Sauf pendant la fameuse crise de tétanie où là, en fait, je me suis dit, bon, en fait, c'est bon, ça m'a saoulé, on arrête. Ah oui, c'est vrai, on rentre à la maison. Ouais. Mais ouais, sinon, au niveau du temps, ça m'a pas du tout paru durer une journée, quoi. Ouais, mais tant mieux. Ouais. C'est certainement, comme tu dis, que t'avais créé une bulle assez forte pour être ailleurs que dans l'espace-temps habituel, quoi. Ouais. Est-ce que le fait qu'on t'ait laissé ton temps pour sentir les choses, pour faire évoluer les choses, qu'il y ait eu un peu ce respect, comme tu disais, où la sage-femme vous laissait gérer votre moment et tout ça, est-ce que ça t'a paru comme quelque chose de normal ou au contraire, c'est quelque chose que t'as pu noter et relever en te disant c'est quand même particulier. Comment tu l'as ressenti, toi, ce temps qu'on a pu te laisser et que ta sage-femme a pu te donner? Je pense qu'en fait, le fait d'être en maison de naissance, justement, et que, en fait, la sage-femme suivait le travail j'allais dire de loin, mais en fait, non, elle était quand même présente avec nous et elle suivait vraiment le processus. Mais je pense que si, justement, j'avais été dans un circuit lambda à l'hôpital, on m'aurait potentiellement stressée en me disant que ça prenait trop de temps ou qu'il faudrait que j'accélère un peu les choses, que je pousse un peu plus ou je sais quoi. Et au final, utiliser peut-être des instruments ou des choses qui n'ont pas du tout été nécessaires. Et du coup, je pense que vraiment le fait d'avoir été en maison de naissance, surtout avec la longueur un peu que ça a pris, au final, c'était pas du tout un sujet alors que ça aurait pu l'être Oui. par ailleurs. Et du coup, c'est dans l'après-coup où tu t'es dit que Mm. t'as pris conscience de ce temps et il Ouais, n'aurait pas été le même à c'est ça. l'hôpital, quoi. Tu nous as parlé tout à l'heure du moment de la crise de tétanie et de ce moment où finalement ça a été un peu particulier, où tu as eu envie d'arrêter tout, de dire s'il faut ça sera pour un autre jour, là il y en a marre. Mais est-ce qu'il y a eu, mis à part ce moment où c'est pas vraiment de la fatigue, c'était plus par rapport à un ressenti très particulier qui t'est arrivé, est-ce que malgré tout dans ce temps qui était un peu suspendu, il y a eu des moments de fatigue? Tu parlais par exemple du fait que t'avais pas beaucoup bu, t'avais pas mangé. Est-ce que ça t'a créé justement un peu des phases où tu t'es senti particulièrement fatigué, où t'as eu besoin peut-être de reprendre des forces, même si t'y arrivais pas vraiment quand tu nous expliquais que t'arrivais pas à mâcher? Je pense que justement, c'était les moments où j'avais envie de m'allonger et j'avais envie de me reposer un peu. Et en fait, le problème, c'est que dès que je m'allongeais, que je sois sur le dos ou sur le côté, il y avait aucune position allongée qui me convenait pour me reposer. Donc, au final, j'ai pas trop réussi. Enfin, j'ai jamais senti de gros moments de fatigue, mais j'aurais quand même bien aimé avoir des fois des moments un peu de répit, mais que j'avais pas du coup. Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que fréquemment, on entend parler de femmes qui arrivent à dormir entre les contractions, Ah oui, que ce ça. soit allongées ou pas d'ailleurs, parce que c'est possible même dans une baignoire. Et le fait que, par exemple, t'aies pas pu trouver une position confortable aussi dans la baignoire a dû participer Ouais. à ça. D'ailleurs, je me demandais, tu disais que t'avais cette sensation un peu de glissement et que Benjamin a eu besoin de te tenir par rapport à ça. Est-ce que tu penses que c'était vraiment lié au manque d'alimentation et d'hydratation, ou est-ce que aussi l'inconfort que tu as ressenti dans la baignoire a participé en fait à ta crise de tétanie? Est-ce que tu en as discuté avec ta sage-femme, ou est-ce que vous avez jamais su finalement ce qui avait déclenché ça? En fait, on en a reparlé, mais c'est vrai que c'était un peu difficile de savoir la réelle cause. Je pense que c'était sûrement un peu des deux. Le fait d'être déshydraté et de pas avoir mangé du coup depuis la veille. Et puis en fait, c'est vrai que c'est une baignoire qui est en d'angle, donc c'est bien parce qu'elles sont grandes. Mais du coup, c'est pas comme une baignoire qu'on peut avoir à la maison Tu où peux pas on t'accrocher se au cale un bord? peu. Ouais, soit on s'accroche sur les bords de chaque côté ou on se cale un peu avec les pieds. Là, en fait, j'arrivais pas à trouver une position où j'étais vraiment bien. Et du coup, je pense que le fait de me contracter pour pas glisser au fond de la Ouais. baignoire, plus le fait d'être sûrement un peu en déshydratation, et les deux choses ont combiné Ouais.
avec la fatigue et puis bon bah forcément les contractions qui s'enchaînaient aussi. Oui, non, mais c'est clair que de toute façon, ce que tu dis, c'est sans doute un combo des 2, mais je me demandais si Ouais, ouais. peut-être il y avait eu, vraiment un regard, plus professionnel, on va dire, de ta sage-femme qui a eu plus d'expérience d'accouchement que toi, donc Oui. qui pourrait, qui avait pu peut-être, te dire ça. En tout Mmh. cas, c'est vrai que je trouve ça pertinent d'ailleurs, la prise de magnésium et tout, parce qu'en effet, ça peut générer des crampes, certaines positions et Ouais. cetera, sans forcément aller jusqu'à la tétanie, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend, régulièrement. Effectivement, elle avait déjà eu des cas de crampes, mais de tétanie, elle en avait jamais vu. Ah bah, tu vois, il faut un début à tout dans la vie. Ouais. Bah, en tout cas, elle a su, t'accompagner à ce moment-là et Oui, te rassurer ouais, suffisamment pour que, complètement. comme tu Ouais, disais ouais. finalement, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'elle a fait le monito, elle a fait un toucher, qui fait que même si tu as eu une montée de stress à ce moment-là, in fine, ça a pas été non plus un moment d'urgence où il y a pas eu la Oui, panique de oui. devoir te sortir, et Mmh. cetera, que ça s'est quand même, Oui, oui, apaisé, oui. on va dire, tout seul, quoi. Maintenant qu'on a vu un petit peu tout ce qui s'est passé, au niveau de l'accouchement et aussi de ta délivrance et de l'accueil de ta fille, il y a ce moment où, bah, vous vous retrouvez tous ensemble, où il y a, les soins que vous avez évoqués avec Capucine, et ensuite il y a un moment donné où on finit par, rentrer chez soi. En maison de naissance, l'usage veut qu'on n'ait pas un séjour long. En tout cas, on parle souvent de retour précoce. Ce retour précoce est variable selon l'état de la maman, du bébé, selon l'heure aussi, et l'état de fatigue de la personne. Comment toi, t'as vécu ce retour précoce? À quel moment donné il a eu lieu ou il t'a été proposé? Et pour quelles raisons du coup? Ça a pris plus ou moins de temps à ce moment-là? Et ben, du coup, Luna est arrivée à 19h55, donc le temps on l'a pas nettoyée, on l'a un peu essuyée, le temps que moi j'aille prendre une douche. Pour la petite anecdote, elle m'a fait caca dessus juste après la douche, donc j'ai dû en reprendre une autre. Et puis en fait, on nous a proposé de dormir sur place parce que au final c'était 22h ou 23h par là et vu que toutes les chambres étaient disponibles, ils nous ont proposé de nous mettre du coup de changer de chambre. Par contre, parce que toutes les chambres ne sont pas équipées de la même manière. Il y en a une qui est la chambre principale qui est vraiment très bien équipée. Après, il y en a une deuxième qui est un peu moins et la troisième où c'est plus pour les auscultations et qui potentiellement pourrait servir pour un troisième accouchement, mais en général c'est assez rare apparemment qu'il y ait 3 accouchements en même temps. Et du coup, elles nous ont proposé de basculer de chambre et de passer la nuit ici tranquillement pour pas rentrer à minuit chez nous. Puis enfin voilà, nous on n'avait pas d'urgence à rentrer à la maison parce on avait personne entre guillemets, pas d'autres enfants qui nous attendaient ou quoi. Et puis elle, du coup, bah, il y avait pareil, il y avait pas d'urgence à libérer la chambre principale, oui, mais pas la deuxième. Donc du coup, on s'est installé là-bas. Et puis finalement, j'ai eu très faim juste après l'accouchement, donc Benjamin est allé chercher à manger. On a mangé dans notre chambre et puis après on a essayé de se reposer un peu. C'est vrai que la première nuit, au tout début, j'ai cru que Luna avait tété. Et puis en fait, la deuxième fois, je me suis dit, ah oui non, en fait, la première fois, je sais pas ce qu'elle a fait, mais là, je sens vraiment que Elle avait c'est repéré vraiment. les lieux, mais elle avait pas Ouais, c'est ça. encore pris acte. Ouais, ouais. Là, c'était une vraie succion. Et puis elle a beaucoup demandé la première nuit. Donc du coup, je me suis pas vraiment reposée. Et au final, on est rentré le lendemain, oui, vers 9-10 heures. On a libéré les lieux. Et du coup, ta sage-femme, elle est restée à dormir dans la maison de naissance ou est-ce que elle est rentrée, elle était joignable par son numéro d'astreinte? Non, elle a dormi enfin, ils ont un petit, je sais pas vraiment, un petit lit dans. Mais ouais, ouais, elle a dormi sur place pour être avec nous Oui, au cas où, en s'il y fait, avait elle était besoin. là. Ouais, Ok, ouais, ouais. ça marche. Alors, tu disais tout à l'heure que par rapport à justement la tétanie, vous étiez revenu dessus, vous en aviez rediscuté, mais est-ce que même par rapport à la globalité de ton accouchement, vous avez eu l'occasion d'en rediscuter avec la sage-femme, que ce soit le soir même, vu que finalement vous êtes restés tous sur place, ou peut-être Mm. a posteriori, tu parlais aussi de certaines choses qu'elle avait pu t'évoquer pendant le suivi postpartum plus lointain. Est-ce qu'il y a eu vraiment un moment de débrief sur tout ce que tu avais vécu ou pas particulièrement? En fait, ça s'est pas fait le matin, enfin,
au moment de l'accouchement, ni le matin où on est parti. Ça s'est plus fait à la première visite. En fait, du coup, forcément, enfin, je dis forcément, mais peut-être pas. On avait une sage-femme avec qui on s'entendait le mieux et on avait un feeling qui passait un peu mieux qu'avec les deux autres, même si ça se passait très bien avec les deux autres. Et en fait, le jour de l'accouchement, c'était, du coup, j'avais fait un petit top 3 des des sages-femmes que je voulais avoir le jour de l'accouchement. Donc c'était la numéro 2 que j'ai eue, donc c'était très bien. Et du coup, par contre, la première visite, c'était notre sage-femme numéro 1. Et donc là, c'est vrai que on lui a du coup tout raconté en détail parce que quoi, elle avait eu le débriefing forcément d'équipe, on va dire. Mais du coup, ouais, on avait fait un peu le débriefing avec elle et du coup de lui raconter un peu nos ressentis et tout ça. Et c'était un bon moment. Ouais, ouais, c'était chouette. Au final, de lui raconter tout ce qu'on avait préparé, c'était un peu comme si elle avait loupé la fête, quoi. On raconte. Ah, en fait, c'était trop bien, mais on n'a pas pu te garder une part de gâteau, c'est dommage pour toi. C'est ça. Non, mais oui, je vois bien ce que tu veux dire. C'est chouette. En plus, si c'était votre sage-femme avec qui vous aviez un peu des atomes crochus, c'est vrai que ça fait plaisir aussi de repartager ce moment unique, en fait, dans une vie, quoi. Ouais. Maintenant que vous êtes rentré chez vous et que vous avez finalement votre petite Luna à vos côtés, il y a aussi, après ce retour précoce, le fameux suivi postpartum qui est pratiqué toujours par les mêmes sages-femmes dans l'idée du suivi global qui est proposé en maison de naissance. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il s'est déroulé dans votre cas? À quel rythme elles sont venues? Combien de temps elles restaient à chaque fois à votre domicile? Et puis, quand je dis à quel rythme elles sont venues, c'est aussi dans l'idée qu'à un moment donné, on sait que ça s'espace. Et puis qu'à un moment donné, c'est plutôt vous qui retournez consulter à la maison de naissance. Donc, nous faire un petit aperçu de ce suivi dans votre cas. Elles sont passées, pareil, à tour de rôle selon leur planning. Le jour où on est rentré, je crois qu'on n'a pas eu de visite. Ça a dû commencer le lendemain. Et puis, alors, est-ce que c'était tous les jours? Je l'ai pas noté, je m'en rappelle plus. Mais c'était un rythme en tout cas qui nous convenait. On se sentait vraiment parce que ça pareil, c'était donc dans l'idée de Benjamin d'un accouchement avant de connaître les maisons de naissance. Donc c'était d'accoucher dans un milieu hospitalier comme on pourrait l'entendre de base et d'avoir du coup le suivi pendant les jours qui suivent là-bas. Et du coup le fait de rentrer à la maison tout de suite, donc pour nous le lendemain, c'est vrai que ça l'a rassuré d'avoir le passage des sages-femmes réguliers. Après, au niveau de la fréquence, je crois que c'était tous les jours au début, puis après ça s'espace un peu. Et bien sûr, il y a toujours un téléphone d'astreinte, donc en fait, peu importe l'heure à laquelle on a une question, que ce soit à 23h ou à midi, on peut toujours appeler quelqu'un sur le téléphone de l'astreinte. Oui, ce que j'allais te demander. De toute façon, elles sont joignables, même par écrit éventuellement, si c'est pas une raison urgente. Oui, c'est un portable, donc on peut juste envoyer un SMS en disant est-ce que tu peux me rappeler quand t'es dispo parce que on a telle et telle question, ou alors l'appeler si c'est vraiment urgent. Mais ça, on n'en a pas eu besoin. Et puis du coup, dans le suivi, donc à la maison, on l'a pas pesé. C'est que après, c'est donc chez nous qu'elle a été pesée, mesurée. Donc il y a le petit test sanguin avec une micro-piqûre. D'ailleurs, elle arrivait Le pas test à de trouver. Guthrie. Ouais, sur Oui. le talon, ouais. Elle a eu beaucoup de mal à trouver une Ouais, goutte des de fois, sang, Ouais. c'est pas sur le talon parce qu'en Ça effet, dépend, des ouais. fois, c'est pas très bien irrigué, donc ouais, ça arrive. elle a essayé à plusieurs endroits. Enfin, c'était un peu un moment. Du coup, on la voyait un peu triturée pour faire sortir une goutte de sang. Et... Surtout quand c'est le premier, c'est vrai qu'il y a un côté un peu arrête. Et voilà. Après pareil, le premier bain, on l'a pas fait tout de suite. On l'a fait. Ça nous a rassuré que du coup de le faire avec notre sage-femme numéro 1. Et du coup, on a attendu que ce soit elle qui vienne. Mais je crois que c'était au bout d'une semaine. Je pense que c'était peut-être même le dernier rendez-vous à la maison. À la maison, chez nous, avec la sage-femme. On a fait le bain et tout ça, et puis du coup, ça a clôturé un peu les visites. Et puis après, il fallait que ce soit à nous de revenir à la maison de naissance pour voir la pédiatre et que du coup, elle fasse là un peu plus un petit check-up de Luna et puis nous
nous dire que tout allait bien, quoi. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, ce qui est de mise, on va dire, à la maison, donc la maison de naissance à Grenoble, c'est que ce soit une pédiatre qui fasse la visite des 8 jours en présentiel à la maison de naissance. C'est pas à vous d'aller chez un généraliste ou un pédiatre de votre choix, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, comme la maison de naissance est vraiment dans le service maternité de la clinique, en fait, c'est un pédiatre de la clinique qui vient. D'accord. Ok, c'est intéressant parce que du coup, c'est pas le cas de toutes les maisons de naissance, même si elles sont toutes affiliées à une maternité partenaire. Merci pour cette précision. C'est toujours bien d'en apprendre un peu plus sur chaque maison de naissance. Et maintenant, on se demandait, si tu devais accoucher à nouveau, est-ce que tu retournerais en maison de naissance? Oui, 100% oui. Même si, même si non, il y a pas de même si. J'allais dire par rapport à en fait le seul point négatif, mais qui n'a aucun lien avec la maison de naissance, c'était cette fameuse crise de tétanie qui, au final, est le seul point qui était un peu, que j'aurais à changer dans mon accouchement. Oui. Mais du coup, il n'est pas en lien avec la maison de naissance, donc oui, carrément. S'il devait y avoir. Faut que tu leur demandes de changer de forme de baignoire, c'est tout. Et si t'avais pas eu de maison de naissance proche de chez toi, t'aurais envisagé quoi comme projet? Justement, c'était un des peut-être que j'ai oublié de citer par rapport aux choses qui me stressaient pendant la grossesse, qui me stressaient, qui me préoccupaient, on va dire. C'était d'accoucher hors délai maison de naissance, parce que si on accouche trop tôt, on peut pas accoucher dans la maison de naissance. Il faut, parce que c'est un suivi particulier. Et pareil, s'il y a un déclenchement, selon, les délais, pareil, des fois on est rebasculé dans le circuit normal, on va dire. Et du coup, c'était des choses qui me préoccupaient un peu. Je me disais j'espère qu'on va être dans la bonne fourchette de délai. Et du coup, si j'avais pas eu de maison de naissance, je pensais m'inscrire quand même dans la clinique, donc qui est en partenariat avec la maison de naissance, parce que justement, ils ont plusieurs salles nature et ils ont aussi beaucoup de chambres avec des vrais lits de place. Et donc, pour favoriser justement l'intégration du partenaire et puis des différentes positions qu'on peut prendre. Alors pas forcément, du coup, je sais pas vraiment comment ça se passe le suivi là-bas, mais j'imagine qu'on peut peut-être pas forcément accoucher dans la position qu'on veut, mais au moins toute la préparation et tout ça, ils avaient l'air d'être quand même assez accueillant, quoi. Ouais, respectueux. Ouais. Après, j'imagine aussi que c'est un peu le lot des maternités qui acceptent des partenariats avec les maisons de naissance. C'est aussi que ça fait un petit peu partie de leur ADN. Valeur, quoi. Oui. Et maintenant que tu nous as parlé de tout cet accouchement et de toute cette aventure, avec tout ce que ça a pu t'apporter, est-ce que tu pourrais nous redéfinir ce qu'est une maison de naissance? Pour moi, une maison de naissance, c'est c'est le lieu où j'ai accueilli ma fille, où j'ai rencontré ma fille. Donc pour moi, forcément, c'est quelque chose de très particulier. Et je suis vraiment reconnaissante que ce type de lieu existe pour qu'on puisse justement avoir d'autres possibilités d'accouchement, pas que d'être comme on pourrait le penser en position gynécologique ou je ne sais quoi, et en même temps d'avoir toute la sécurité de l'accompagnement d'un hôpital ou d'une clinique, mais sans que ça prenne le dessus s'il y a pas besoin. En fait, c'est vraiment le parfait mix entre accoucher chez nous et du coup se dire potentiellement peut y avoir des choses qui peuvent ne pas être contrôlées et d'être justement trop contrôlées à l'hôpital. Merci pour cette nouvelle définition et merci pour le récit que tu nous as partagé. Merci. On espère, comme toujours, que nos auditeurs et nos auditrices pourront trouver dans ton récit tout un tas d'informations qui les guideront pour ceux qui préparent un accouchement physiologique notamment, mais pas que. On espère que ça pourrait aider aussi d'autres gens. Ça peut arriver. Et on te remercie de nous avoir partagé ce moment particulier et puis toute ce temps suspendu, comme on disait. Merci. Merci à vous pour votre écoute. Mais écoute, avec plaisir. Mais avant de te dire au revoir, il y a la traditionnelle question qui est: est-ce que tu aurais une petite astuce ou un petit tips à partager à toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont un projet d'accouchement physiologique? Oui, je pensais, pendant toute la préparation à la maison, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est la respiration. Alors pas forcément de faire des sons,
mais vraiment de respirer profondément et puis en fait d'accueillir les contractions comme des vagues. Et ça paraît facile à dire, mais en fait ça fait vraiment du bien de se laisser aller et de pas essayer de contrôler les choses. Et je pense que j'ai bien réussi à le faire et c'est ça qui m'a permis de tenir sur la durée. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire quand tu parles du fait d'accueillir. En tout cas, merci beaucoup pour cette petite astuce. Merci aussi pour la confiance que tu nous as accordée en venant te confier à notre micro. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. On espère que ça nourrira un petit peu plus tous les projets et toutes les envies d'accouchement physiologique et ou en maison de naissance. On te souhaite plein de bonnes choses, à toi, à Benjamin et à Luna évidemment. Et on te dit peut-être à bientôt si jamais un jour tu as un autre projet d'accouchement en maison de naissance. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir Rosanne. À bientôt. Vous venez d'écouter le podcast Par voix basse à voix haute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous. C'est le meilleur moyen pour notre podcast de rester visible. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié des prochains épisodes. Merci encore d'être là avec nous et d'écouter ces moments de vie uniques et intenses. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bon accouchement. L'histoire qui compte, c'est votre rencontre.